On l'apprendra avant la fin du webinaire. Merci. Donc, je vais céder la parole maintenant à Marc. Merci, Myriam. Merci, Pascal, pour la présentation. Ce fut vraiment très instructif. Moi, je n'ai pas fait de présentation parce que je voulais garder cette flexibilité-là. D'abord, je vais vous parler de cas concrets. Pascal, sa présentation était assez complète. Pourquoi être redondant? Ça ne donne absolument rien. Je vais sortir des brides du projet Travaillons ensemble. Je voulais garder cette flexibilité parce que je regardais ce que les gens se disaient sur le chat, les questions et tout ça, mais ça m'a inspiré certaines choses aussi. Donc, je voulais me garder cette flexibilité-là. D'abord, je voudrais dire, ça fait plaisir de voir ce soir le projet Travailler ensemble renaître presque de ses cendres après bientôt 9 ans. Je vous avoue que je n'y croyais pas beaucoup et je vais en profiter pour saluer mon ami Serge, peu importe où il est. Serge, tu vois que le projet, on ne l'a pas fait pour rien, donc je voulais juste le saluer et qu'il soit là quand même malgré son décès. Le projet Travaillons ensemble a été un projet, après ma barre, un projet de sensibilisation. Alors, notre but de ce projet-là, parce que là, j'ai vu différentes dates qui se sont promenées depuis le début de la soirée. Alors, le projet a commencé vraiment en novembre 2008 et s'est terminé le 31 mars 2012. D'accord? Donc, ça a été environ 3 ans et demi. Et le projet est un projet de sensibilisation. Donc, notre but n'était pas nécessairement de réussir des intégrations en milieu de travail, de faire des maintiens dans le milieu de travail. Le but était de sensibiliser et de créer ce que nous, on a inventé de toutes pièces dans le projet, une culture de collaboration. Alors, de la sensibilisation, premièrement, pour sensibiliser les syndicats, bien évidemment, qui étaient moins habitués à travailler avec l'intégration des personnes handicapées. Évidemment, sensibiliser les employeurs, parce qu'ils sont aussi des têtes très dures à ce niveau-là. Et toujours, surtout très dur de reconnaître l'efficacité, les capacités, les compétences d'une personne handicapée ou une personne en situation de handicap, j'y reviendrai. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était sensibiliser tout ce bon monde-là, essayer de les asseoir à la même table pour discuter du même enjeu. Et au-delà des passions, au-delà du côté syndical patronal. Alors ça, c'était le premier but. Est-ce qu'on est arrivé à ça? Oui. Est-ce qu'on est arrivé strictement à ça? La réponse est bien sûr que non. On a fait, par la force des choses, parce que les syndicats nous ont forcés à le faire, parce que les CEMO nous ont forcés à le faire, et avec raison, on a fait de l'intégration et on a fait du maintien de personnes devenues handicapées en cours d'emploi. Tantôt, je vais vous parler de cas vraiment concrets. Donc, l'objectif étant atteint de sensibiliser. Tantôt, on a parlé donc de culture de collaboration. Vous savez qu'un employeur, c'est lui qui va décider s'il ouvre un poste, s'il va embaucher des gens ou pas. Bon, ça, c'est son droit légitime de le faire. Et on a dans un fameux triangle, vous savez comment un triangle est fait, donc on va placer l'employeur en haut et en bas de chaque côté, on va placer à droite les syndicats et on va placer à gauche les services spécialisés de main-d'œuvre. Alors, les syndicats, eux, sont habitués de travailler avec les employeurs pour leur relation de travail, bien sûr. Les services spécialisés de main-d'œuvre aussi étaient habitués au moment du projet à travailler avec les employeurs pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Il nous restait à fermer ce fameux triangle-là dans la portion du bas pour réussir à asseoir à la même table et faire travailler ensemble les syndicats et les services spécialisés de main-d'œuvre. Et on a réussi à faire travailler ces gens-là ensemble dans les 17 régions administratives du Québec. Le triangle aussi servait, cette culture de collaboration, à enlever les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et pas des obstacles théoriques, mais des obstacles concrets avec le milieu de travail défini. Donc, chaque milieu de travail avait ses obstacles. Donc, on essayait d'arriver avec une solution en collaboration avec tout le monde, employeurs, syndicats et services spécialisés de main-d'œuvre.
Donc, voilà pour le projet comme tel, le volet réseautage également, je vous en ai parlé. Je n'irai pas plus loin. Pourquoi? Parce que tantôt, on va vous donner des références pour aller voir ce fameux projet Travaillons ensemble. Si vous voulez aller voir toute la documentation, les vidéos, etc., on va vous donner la référence pour y aller. Ça ne me donne rien d'être redondant ce soir. Donc, on devait entrer dans un processus d'accommodement. Et le processus d'accommodement, vous allez le retrouver, et merci au comité PH, merci à la FTQ d'avoir accepté de mettre à jour ce guide d'accompagnement. Ce guide d'accompagnement qui peut être utile à tout le monde, mais surtout, évidemment, il a été fait pour nos syndicats affiliés. Et ce guide d'accompagnement-là, je vais laisser Myriam tantôt vous en faire la présentation, mais merci de l'avoir mis à jour au goût du jour. Et dans ce guide-là d'accompagnement, vous avez le processus d'accommodement et le processus d'accompagnement. Et dans ce processus d'accompagnement-là, c'est là qu'on est venu mettre en valeur les services spécialisés de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ces services spécialisés de main-d'œuvre-là, ils ont l'expertise pour parler avec et parler des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap et parler leur langage. D'accord? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes avec le syndrome d'Asperger. C'est drôle à dire, mais il faut parler leur langage si on veut se faire comprendre. Alors, c'est un peu dans ce style-là. Et au début, il y avait un petit peu de réticence, mais au bout des années, on a réussi à asseoir ces gens-là à la même table et ça a très bien fonctionné. Et même, je sais qu'il y a encore des sections locales qui travaillent avec des services spécialisés de main-d'œuvre. C'est quoi ces bébites-là de services spécialisés de main-d'œuvre? Bon, c'est tout simplement, ça a été créé dans les années 70. À l'époque, c'était Travail Québec. Et les gens de Travail Québec disaient tout simplement, est-ce qu'on a une expertise, nous, pour travailler avec les personnes handicapées? Et à ce moment-là, Travail Québec on dit, oui, il existe des organismes communautaires qui travaillent avec les personnes handicapées. Donc, on va tout simplement leur filer la rondelle avec des subventions. Et c'est comme ça que les CEMO ont été créés. Et c'est comme ça que les CEMO ont commencé à travailler dans l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Dans le processus d'accompagnement, Pascal l'a touché tantôt, il faut évidemment parler des délégués sociaux. Les sections locales qui ont des délégués sociaux, évidemment, ils doivent se servir de ces gens-là pour faire cet accompagnement-là. C'est leur travail, les délégués sociaux. C'est des gens qui travaillent avec leurs collègues qui ont des problèmes, et je ne dis pas que nécessairement une personne en situation de handicap ou une personne handicapée a nécessairement des problèmes. La réponse est non. Mais c'est de les accompagner dans ce long processus souvent et dans ce processus qui est souvent frustrant pour la personne elle-même d'acceptation de faire ces accommodements-là. Donc, le délégué social, bien sûr, doit être au centre, quand vous en avez un, doit être au centre de cette intégration-là et de ce maintien en emploi. Au lieu de parler chinois, je vais vous expliquer rapidement parce que j'ai promis à Myriam qu'à 18h40, j'arrêterai. Et comme je n'ai jamais respecté mon temps, je vais essayer de faire une première ce soir pour bien finir l'année 2020 qui est absolument exécrable. Donc, il faut faire la différence entre l'intégration et le maintien. Lorsqu'on va parler d'intégration de personnes handicapées en milieu de travail, c'est une personne qui va appliquer sur un poste, qui va passer le processus d'entrevue et qui va avoir le poste. Donc, on va l'aider à s'intégrer à l'emploi. Une personne, le maintien, on va s'en servir surtout pour les personnes qui deviennent handicapées en cours d'emploi. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de maintenir la personne dans son emploi qu'elle a déjà et prouver à l'employeur que cette personne-là a encore les compétences et est capable encore de faire son travail comme elle le faisait, moyennant certains accommodements. Ceci étant clair, mon autre document que vous allez retrouver dans tout le processus sur le site de la FTQ, vous allez dans le menu droit de la personne et ensuite vous allez dans personnes handicapées. Par la suite, vous allez dans le projet Travaillons ensemble. Il n'y a plus d'autres liens, c'est beau. Et là, au bas de cette page-là, vous allez avoir toute la documentation concernant le projet Travaillons ensemble. Moi, ce que je vous suggère, allez voir le rapport final. Il fait un résumé assez complet de ces 3 ans et demi-là. Et vous allez avoir un pense-bête. Dans le pense-bête, ce qu'on a voulu faire, c'est de donner un peu des outils
pour les gens qui veulent s'intéresser et qui veulent travailler dans cette intégration et le maintien en emploi, notamment comment approcher une entreprise syndiquée. Pour l'avoir fait, moi, quand j'étais un organisme communautaire, c'est pas facile. D'accord? Donc, comment on fait ça? Donc, j'ai pris un peu, moi, mes obstacles que j'ai rencontrés, puis on a essayé de les mettre sur papier, des fignolés, pour vous donner des idées là-dedans. Un œil sur les conventions collectives. Pascal l'a touché tantôt. L'idée, c'est que nos conventions collectives, un coup qu'ils sont signés, et ça, c'est pour les deux parties, chaque partie a des droits et des obligations, et c'est vrai que notre interprétation, notre application est un peu rigide. Hein? On dit non, 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 tu n'as pas le droit parce que la clause a dit telle chose. Et pour bien réussir une intégration et un maintien d'une personne handicapée en emploi, il faut avoir cette flexibilité-là. Il faut, par exemple, des fois, on va toucher un peu à la clause d'ancienneté. Il faut être capable de s'asseoir. Et comment on fait ça? En expliquant aux membres, en expliquant aux syndiqués pourquoi on fait ça. Parce que souvent, les syndicats me disaient, Marc, je vais me faire couper la tête si tu embarques quelqu'un du CEMO, aider la personne à s'intégrer en emploi, parce qu'ils vont dire que cette personne-là, elle a une aide pour faire son travail que l'autre n'a pas. Et là, on réussissait, tant bien que mal, à expliquer que la personne partait déjà en arrière, souvent de quelqu'un d'autre, pour apprendre ce travail-là, que tout simplement ce que la personne intervenant du CEMO faisait, c'était de combler ce manque-là. Ça ramenait juste les personnes à la même égalité pour apprendre l'emploi et réussir à son intégration en emploi ou encore son maintien. Alors, il faut avoir cette petite flexibilité-là. Et oui, il y a des syndicats qui ont compris ça et il y a des syndicats qui ont réussi à faire cette flexibilité-là. Et vous savez, même si le projet est terminé depuis 9 ans, on m'avait demandé d'être quand même la personne ressource, si on veut, concernant les personnes handicapées, même si j'étais à la coordination du réseau des délégués sociaux de Montréal Métro. J'ai accepté évidemment volontiers et j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup de contacts avec des sections locales. Ils ont continué pour beaucoup à travailler là-dedans et effectivement à apporter cette flexibilité-là. Ils se sont aperçus que c'est faisable, c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. Au lieu de s'acharner, comme au début du projet, où on arrivait à l'employeur et il disait, vous savez, nous autres, on est bien ouverts, mais c'est le syndicat qui ne veut pas. Et là, on allait voir le syndicat, puis le syndicat nous disait, nous autres, on est bien ouverts, mais c'est l'employeur qui ne veut pas. Donc, à ce moment-là, on a dit, le projet arrive à point, c'est parfait, on est là pour ça, on est là pour rapprocher ces gens-là et puis briser ces barrières-là que ces gens-là se sont bâtis l'un et l'autre devant eux. Donc, il me reste 10 minutes, je vais arriver dans mon temps, je vais être fantastique. On a parlé tantôt personnes handicapées, personnes en situation de handicap. C'est sûr, c'est une question de contexte, une question de situation. Une personne peut être en situation de handicap temporaire. Je m'en vais faire du ski. Oui, on a le droit au Québec. Quand tu fais du ski, OK. Donc, on va faire du ski, on se pète la nouille, on se ramasse avec une fracture du tibia. On devient en période de situation de handicap, si vous voulez, selon le contexte, selon la situation. OK? On ne sera pas là tout le temps. À un moment donné, notre jambe va se réparer et puis on va recommencer nos activités. Je peux être aussi en situation de handicap. Par exemple, moi, personnellement, si vous m'embarquez sur un lift, je vous promets que je suis en situation de handicap et je suis dangereux pour les autres. Je vous le dis. Donc, c'est des situations, c'est des contextes qui peuvent arriver. Je vais arrêter là, je ne veux pas rentrer trop dans la sémantique par rapport à ça. Ce que moi, je veux vous dire, et moi, je me souviens une fois, anecdote, 2 minutes, on est dans un congrès, on est demandé de faire une présentation, Serge et moi. Serge, en passant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a la paralysie cérébrale. Alors, c'est assez audible et c'est assez visible, son handicap, d'accord? Et donc, à ce moment-là, on est assis en avant et il y a une personne qui se lève, tout fier, de nous dire qu'il travaille sur un comité, c'est un professionnel, de nous dire qu'il travaille sur un comité pour changer le nom de personnes handicapées qui trouvent un peu trop dur pour trouver un autre nom. Et là, on l'écoute religieusement, pour ne pas dire poliment. Et là, à un moment donné, Serge le regarde, puis lui dit, tu sais, il dit, moi, à ma naissance, on m'a donné un prénom et un nom. Fait que moi, tes noms que tu vas sortir,
j'en ai rien à foutre, appelle-moi Serge Leblanc. Et c'est ça que je veux dire. Peu importe le terme qu'on va donner à ces personnes-là, il faut se souvenir que ces gens-là, comme vous et comme moi, ont un prénom et un nom. Alors, de grâce, s'il vous plaît, leur donnez pas. Déjà que les gens pensent qu'une personne handicapée, c'est le petit bonhomme qu'on a, ses vignettes. S'il vous plaît, on peut, si on veut être inclusif, soyons inclusifs, mais vraiment jusqu'au bout. Dernière chose que je veux voir, parce que ça m'a popé cet après-midi, je regardais une vidéo, d'ailleurs, qui est habilement animée par Pascal pour cette journée du 3 décembre, pour la Journée internationale des personnes handicapées. Et je regardais la vidéo, il y avait un jeune homme qui a un handicap physique et qui parlait de son emploi qu'il a trouvé récemment. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il disait l'avantage que j'ai eu d'être en pandémie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'entrevue en personne, c'est qu'on n'a pas pu voir mon handicap immédiatement. C'est une entrevue virtuelle. Et c'est à la fin qu'il a dit quel handicap qu'il avait. Et moi, ça m'a popé parce que souvent, ce qu'on soulevait, et c'est mon ami Serge qui soulevait ça, il dit, tu sais, Marc, il dit, toi, quand tu vas dans une entrevue pour un travail, il dit, toi, tu es une personne à découvrir. Ah, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, c'est vrai. Ils veulent voir mes compétences et tout ça. Mais dis-moi, je m'envoie une entrevue, je suis une personne à découvert. Et donc, c'est une personne qu'on voit avec son handicap et il va partir avec, sous l'expression québécoise, avec une strike. Et donc, ce jeune homme-là a fait ressortir quelque chose que probablement la pandémie, pour ces personnes-là, qu'elles demeurent toujours parce qu'ils vont faire des entrevues virtuelles et à ce moment-là, on ne verra pas immédiatement, on ne les éliminera pas dès le départ à cause de leur handicap, surtout évidemment avec un handicap visuel. Là, je vais arriver avec mes cas concrets pour ne pas passer en dessous puis manquer. Un des cas, et quand je peux nommer les endroits de travail et les syndicats, je vais le faire. Quand je ne peux pas le faire, vous savez, c'est une question de confidentialité. Ici, je peux. Vous avez au syndicat canadien de la fonction publique, au 7e étage, au building Fernandao, si vous avez la chance, pour ceux qui n'ont pas rencontré Julien, d'aller voir Julien qui travaille là. Depuis le début du projet, 2009, si ma mémoire est bonne, et il a le syndrome d'Asperger. Et le SFP Québec a été les premiers à dire, ben, nous autres, il y a un poste qui va s'ouvrir de réceptionniste. Et avez-vous une personne? Alors moi, j'ai pensé à Julien, parce que Julien, ses parents ont travaillé très fort avec lui pour lui donner des cours de socialisation, qu'il ait toujours une belle présentation, qu'il parle bien, etc., etc. Donc, nous, on croyait que c'était la bonne personne et la preuve nous montre aujourd'hui que c'était la bonne personne. Et Julien, donc, a été intégré. L'obstacle qu'on avait, c'était un immense board avec un paquet de boutons. Et quand on nous a dit surtout, nos postes ont 4 chiffres. Ah, j'ai dit, pas mal compliqué à apprendre par cœur. Hein? Et donc, il fallait quelqu'un pour l'assister, pour apprendre tout ça, avec les noms qui vont avec les bons postes. Et il y avait un CMO qui travaillait avec Julien. Et donc, une des difficultés aussi, c'était d'atténuer les craintes et combattre les préjugés à l'égard des personnes atteintes du syndrome d'Asperger dans le spectre de l'autisme, parce que vous savez qu'à la réception, c'est une personne qui reçoit les gens. Et donc, on ne voulait pas qu'il y ait des crises ou quoi que ce soit. Donc, on a dû tout apprendre ça à tout le monde, mais pas juste aux personnes qui embauchaient, à tout le monde du SCP Québec qui travaille au 6e, 7e étage du building. Et ça a fonctionné parce que Julien est encore là présentement. Jusqu'à preuve du contraire, il fait très bien son travail. Et lorsque l'employeur a une chose nouvelle à lui apprendre, ben c'est simple. Ils appellent son CMO, qui est Action Main-d'œuvre, ils envoient même si ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu un intervenant, ils vont envoyer un intervenant pour travailler avec Julien, pour que Julien puisse s'assurer que Julien ait bien appris les tâches, bien appris ce que l'employeur veut de lui. Et ça, c'est l'avantage d'être avec un CMO, un service spécialisé de main-d'œuvre, c'est d'avoir un service jusqu'à l'âge de 72 ans, tout à fait gratuit parce que
c'est des subventions d'Emploi Québec. Et même si ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que la personne n'a pas demandé son intervenant, bon, peut-être que l'intervenant, ce n'est plus le même, il va en avoir un autre, la personne peut avoir de l'aide en milieu de travail. Un autre exemple, rapidement, c'est dans une banque syndiquée. Je n'avais pas le nom parce que je ne peux pas, mais pas tellement compliqué à faire le lien. OK. Donc, une banque syndiquée. Et à ce moment-là, on réussit à sensibiliser avec l'aide du syndicat l'employeur à un peu contrecarrer son processus d'attribution des postes ou d'entrevue pour recevoir 3 personnes handicapées qu'on pense qui ont le profil pour faire le travail. Et c'est un travail qui est conseiller service télébancaire. Au bout de la ligne, histoire longue courte, 2 personnes, on avait un problème parce qu'ils étaient à l'extérieur de Montréal et les postes étaient strictement à Montréal, avaient un problème de se véhiculer. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et l'autre, on l'a trouvé surqualifié. Non, surqualifié. Habituellement, on ne veut pas embaucher les personnes handicapées parce qu'on a peur qu'ils ne fassent pas le travail. Et lui, on me dit, il est surqualifié. Ah ben, c'est fantastique. Et donc, on a pu le placer ailleurs, là, mais juste pour vous dire que souvent, ce n'est pas par qu'on a peur qu'il ne fasse pas le travail, c'est que des fois, effectivement, cette fois-là, bravo, on l'a traité comme n'importe qui d'autre et on a regardé ses qualifications, on a dit surqualifié pour le poste. Morale de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, ces postes-là, avec le télétravail, ça serait fantastique. Okay? Parce qu'il pourrait faire ce travail-là sans les contraintes de transport, sans les contraintes de ci et de ça, parce qu'il le ferait de la maison et donc on pourrait faire ce travail-là. On voit que les situations vont changer selon le contexte, selon le temps. Un autre exemple que je veux vous donner où il y a eu encore une souplesse dans la convention collective, un jeune homme qu'on emploie dans un entrepôt réfrigéré et le syndicat est très ouvert, l'employeur un peu réticent, on réussit à le convaincre, c'est pas ça qui est le problème. Il travaille sur des transpalettes et il doit faire des commandes. Hein. Ils ont un ordinateur, des oreilles, puis il doit faire des commandes, puis il se promène. Et le barème de base, c'est 90 boîtes à l'heure sur la palette. OK? Moi, je trouvais ça absolument extraordinaire de faire ça. Et donc, c'est 90 boîtes à l'heure. Mais le problème, Jonathan, c'est que quand on arrive le matin et le syndicat m'appelle, me dit, Marc, ça ne marche pas. Il y a 3 modèles différents de transpalettes. Mais une personne handicapée, souvent, avec certaines formes d'handicap, lorsqu'on le change de transpalette, ça peut prendre un temps avant que l'ordinateur reparte pour dire, OK, là, je ne suis pas dans le transpalette A, je suis dans le transpalette B. Donc, OK, lui, les boutons sont à gauche, sont à droite, sont ci, sont ça. Alors, ce qu'il fallait faire, parce que dans la convention collective, c'est bien indiqué qu'on n'a pas le droit de se réserver de l'équipement parce qu'il y a des transpalettes qui sont plus rapides que d'autres. Donc, comprenez, 90 choses à l'heure, etc., etc. Alors là, moi, j'ai dit la seule solution, c'est de réserver un transpalette pour Jonathan. On ne peut pas faire ça, la Convention dit non. Je le sais. Ça fait 3 fois que tu me dis que la Convention dit non. On va essayer de dire que la Convention va dire peut-être un oui. Et ce qu'on a fait, c'est que la solution a été de rencontrer l'ensemble des membres et de leur expliquer la situation de Jonathan et d'expliquer ce qu'il avait besoin comme équipement. Et on est parti d'une réticence à une unanimité parce qu'on l'a expliqué, on a sensibilisé et même les gens étaient le gardien du transpalette de Jonathan à partir de ce moment-là. Vous ne touchez pas à celui-là, il appartient à Jonathan. Ils ont même mis son nom dessus, etc., etc. Donc, on voit que si on veut, on peut. Il s'agit juste d'informer les gens. Il faut s'asseoir avec les gens, il faut leur parler. Et si jamais, dans votre syndicat, les gens n'ont pas le temps, vous prenez le temps. Et je répète, servez-vous des délégués sociaux. Ils sont là pour ça. Eux, ils vont s'asseoir, ils vont l'expliquer, ils vont s'asseoir avec tous les différents intervenants. Mais une personne handicapée, il faut regarder cette personne-là comme une personne avec toutes ses compétences et toute
ses habiletés pour faire à peu près n'importe quel travail. Et si elle n'est pas capable de le faire, c'est comme vous et moi. Comme moi, je n'ai pas les compétences et les habilités pour faire n'importe quoi. Il faut regarder et c'est ça qu'il faut s'attarder. Et s'il vous plaît, je vais être plus je vais inciter pas mal plus que Pascal tantôt. Dans les conventions collectives, oui, négociez-vous des clauses, soyez souple. De grâce, soyez souple. Parce que vous savez, vous avez le problème de la santé mentale. On en parle depuis le début de la pandémie. Ça existait avant, on en parle encore plus. Ça va en créer, ça, des personnes en situation de handicap. Ça va en créer à pocheter, ça va en créer d'une façon absolument incroyable. Alors, préparons-nous. On ne pourra pas mettre tout le monde dehors. On ne pourra pas envoyer tout le monde sur la voie d'évitement, là. On ne pourra pas toutes les mettre dans un créneau, dans une boîte, en disant ça, c'est pas bon, c'est des personnes handicapées. On ne pourra pas faire ça. Il va falloir leur ouvrir nos oreilles, nos yeux, ouvrir nos conventions collectives. Il va falloir être capable d'avoir cette souplesse de s'asseoir pour ensuite aller convaincre l'employeur que la personne qui est devenue handicapée en cours d'emploi, c'est pas vrai qu'on va l'envoyer sur le bien-être social. Et je vais terminer avec ça. Moi, dans mon travail, dans le CMO, j'en ai vu des personnes qui, malheureusement, n'étaient pas syndiquées, et même j'en ai vu qui étaient syndiquées, et que sont devenus handicapés en cours d'emploi, ils ont perdu leur travail, et quand ils étaient devant moi, ils étaient sur l'aide sociale. Et moi, ça me brisait le cœur et je devais leur trouver un travail qui était, je savais qu'il n'était pas à leur hauteur, mais eux, l'orgueil, ils voulaient travailler. Donc, de grâce, ne perdons pas cette qualité-là au nom qu'on va affubler la personne du titre de personne handicapée ou personne en situation de handicap. Je ne repartirai pas le débat. Et si vous avez des questions, évidemment, je vais rester avec Pascal. Et même si vous en avez après, ben, je suis facile à reconnaître. Là, je suis au conseil, mon adresse est sur le site du conseil. Ça va me faire plaisir de vous aider. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Marc. Excuse-moi 3 minutes, Myriam. L'année 2000.